Bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'art à l'essai, qui est consacrée ce soir à une problématique qui concerne à plusieurs titres notre culture actuelle, c'est celle de l'industrie culturelle. À plusieurs titres, c'est-à-dire plutôt sur plusieurs plans, la production, la diffusion, l'esthétique, l'économie, l'administration et également l'institution, puisque depuis 4 ans, le ministère de la Culture se dote d'une direction des industries culturelles face à la direction du spectacle vivant. C'est à une critique de cette situation que on va avoir à faire ce soir, en faisant d'abord un retour sur l'origine du terme qui avait été formulé par les philosophes Horkheimer et Adorno dans la dialectique de la raison. Et on va revenir aussi sur ce concept, cette pensée proposée sous forme de dialectique négative et non comme un manifeste, ont pu et peuvent encore apporter à notre conscience des productions artistiques depuis alors une des traductions et la production industrielle des biens culturels. Donc on va faire cela avec Marc Yver, qui est à côté de moi, qui va présenter son ouvrage qui vient de paraître chez l'Harmattan, Adorno et les industries culturelles, avec un sous-titre qui s'appelle Communication, musique et cinéma. Donc 2 mots sur Marc Yver. Il est maître de conférences habilité à diriger des recherches en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris-Ouest Nanterre. Il a réalisé un film qui s'appelle Les chemins de la BU. Il a collaboré avec l'INA dans le cadre du dépôt légal, aujourd'hui Inatech de France. Et il a participé à son collège iconique, notamment en compagnie de Marie-Josée Monzin ou Bernard Stiegler, qui sont déjà venus ici par ailleurs. Donc je vais laisser Marc Yver faire sa conférence en signalant que chacun peut intervenir à tout moment au fil de la présentation et des documents qui vont être montrés. Avant de commencer, moi je vais poser une question. Qu'est-ce que signifie donc Kulturindustrie? Quand apparaît le terme pour la première fois et dans quel contexte? Et qu'est-ce qu'il désigne? Bien, alors donc bonjour, et puis je remercie Colette Tron de m'avoir invité ce soir. Alors il faut savoir que moi j'ai découvert Adorno quand j'ai fait ma thèse, ça remonte déjà assez loin, en 1984, l'année du Macintosh aussi par ailleurs, et je l'ai faite avec quelqu'un qui s'appelait Olivier Revaud-Dallon, qui était prof en esthétique à la Sorbonne et qui était directeur de la revue d'esthétique. Et dans cette revue d'esthétique, il y avait, si vous voulez, tous les traducteurs alors pas seulement d'Adorno, mais de l'école de Francfort première manière, parce que là, on parle d'Adorno, Horkheimer, puisqu'ils ont écrit des bouquins en commun, mais il y a des auteurs qui ont été en leur temps, dans les années 68 par exemple, plus médiatiques qu'Adorno. On pense notamment à quelqu'un qui a d'ailleurs parfois même vulgarisé, c'est un chercheur à part entière, c'est Herbert Marcuse. Eros plus civilisation, et surtout le fameux homme unidimensionnel. Hannah Arendt, que vous connaissez sans doute aussi, fait partie de cette première école de Francfort, donc qui a réfléchi sur ces industries culturelles. Ensuite, il va y avoir une deuxième période de cette école, qui est plus traitée d'ailleurs par mes collègues en Infocom, c'est la période, déjà assez ancienne aussi, d'Habermas, autour de la notion d'espace public. Donc moi il existe 2 conférences en français d'Adorno vers la fin de sa vie, donc dans les années 68, puisqu'il est mort en 69, en français, où justement il reprend la traduction française d'industrie culturelle. Parce que pour répondre à la question de Colette Tron, le problème c'est la traduction. Pour ça, quand on ne veut pas se poser de questions, on dit Kulturindustrie. Parfait. Hein, là, c'est bon, c'est le mot, d'autant que le concept de Kulturindustrie apparaît dans un texte qui a été traduit en français dans la production des biens culturels et qui s'appelle en allemand Kulturindustrie. Alors Kulturindustrie, ça a été d'abord donc traduit par la traductrice par industrie culturelle au singulier. Alors il faut savoir que dans ma discipline ensuite, est-ce qu'on peut parler d'industrie culturelle au singulier comme ça? Est-ce que c'est pas une mauvaise traduction? C'est vrai qu'à un moment donné, tout le monde a voulu traduire au pluriel. C'était montrer qu'on avait conscience que le cinéma, c'est pas tout à fait la même chose que la musique, c'est pas tout à fait la même chose que l'édition, d'autant que les industries, les industries culturelles sont maintenant l'objet
d'une discipline qui s'est autonomisée et même détachée un peu de la philosophie, c'est-à-dire l'économie de la culture. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, il a fallu que je me batte, on parlait de numérique, sur Wikipédia, parce que quand j'ai ouvert la fiche industrie culturelle, alors c'était étonnant parce qu'elle était bien en français, bien sûr en français, mais au singulier, je vois effectivement les industries culturelles sont, alors on définit toutes les, comme dans un cours que font nos collègues en économie de la culture, l'édition, la télévision, etc. Il n'y avait absolument rien sur Adorno, ni sur Horkheimer, c'est d'ailleurs sur les deux auteurs. Donc moi j'ai mis les pieds dans le plat puisque c'était un wiki. J'ai commencé à rajouter des paragraphes. Bien sûr, j'ai été censuré. Très vite, j'ai dit écoutez, tout modestement, je suis universitaire. Ici, tu es dans le temple de la contre-culture. Nous ne voulons pas des universitaires. Écoutez, donc j'ai permis de rajouter effectivement l'origine au travers d'Adorno. Donc le concept d'industrie culturelle au singulier a ensuite été traduit en industrie culturelle au pluriel, et les derniers temps, il y avait une espèce d'agrément autour de la traduction par industrialisation de la culture. Donc certains, dans ma discipline, on dit, finalement, si on veut traduire correctement le concept allemand de Kulturindustrie, il faut le traduire par industrialisation de la culture. Alors là, maintenant, voilà le débat. Je dirais qu'on avait dit que ce soir, on n'avait pas donné des réponses, etc. La question est la suivante. Moi, j'aurais tendance, notamment au travers de ce livre, et notamment par rapport au premier objectif, c'est retour à une analyse critique plus radicale, etc., à dire il y a quand même un intérêt à parler d'industrie culturelle au singulier. Alors justement, c'est à la fois une définition problématique. Pourquoi ? Parce que si on ne la définit Kulturindustrie qu'au pluriel, finalement, on bascule, c'est pour ça que j'ai ma petite anecdote avec Wikipédia, on bascule dans une espèce d'économisme de la culture. Industrie culturelle, on va le voir, et c'est l'intérêt du mot, de la traduction, même si une traduction, on traduit, on trahit, bon, c'est que dans industrie culturelle, il y a un choc de mots. C'est que pour les créateurs du concept, industrie et culture sont absolument antinomiques. Donc ça correspond même à une figure de rhétorique. Par conséquent, industrie culturelle, finalement, ça, même si c'est peut-être la première traduction en français, reprise par Adorno, vous l'entendrez de la bouche même d'Adorno tout à l'heure, ça permet d'insister effectivement sur cet aspect polémique. J'arrête là-dessus. Pourquoi ? Parce que tous les concepts d'Adorno, vous avez parlé de dialectique négative, si on veut réactualiser un peu Adorno, même en le trahissant comme je le fais, le bouquin c'est un peu une trahison honnête d'Adorno pour essayer d'en voir l'actualité, il faut comprendre qu'effectivement, on a affaire à un philosophe un peu particulier qui tient compte, dans la lignée des Nietzsche, Husserl, etc., Heidegger, et puis plus tard, chez nous, Derrida, à quelqu'un qui effectivement prend en compte ce qu'on appellera, on pourra en débattre, la crise de la rationalité au début du XXe siècle. Crise de la rationalité qui se retrouve dans la culture, crise dans la culture, disait Husserl, malaise dans la civilisation, traduisant malaise dans la culture, disait Freud. Et par conséquent, alors ça c'est un grand débat, et notamment un ouvrage assez compliqué, cette reprise effectivement d'une dialectique négative signifie d'une certaine manière, au plan épistémologique, c'est-à-dire ce qui fait la scientificité de cette pensée, qu'il faut prendre ces concepts non pas pour des catégories esthétiques, il peut y avoir le beau, le sublime, etc., mais comme des concepts négatifs, moi j'appellerais ça quasiment des scuds. C'est-à-dire, par exemple, ce qu'on reproche le plus à Adorno, en plus de sa négation du jazz, c'est son concept d'art authentique. Si on prend industrie culturelle versus art authentique, et si on prend art authentique comme une catégorie esthétique, alors là c'est fichu. Je l'ai moi-même expérimenté en tant qu'enseignant, pas en tant que chercheur. C'est que j'entendais tout et n'importe quoi chez mes étudiants. Ils disaient « Ah, monsieur, mais alors, finalement, le rap, le machin, c'est de l'art authentique puisque ça vient, etc. » Donc, l'art authentique
il faut le prendre. D'abord, c'est une traduction, et ça, c'est le vrai problème chez Adorno. C'est que chez Adorno, on a affaire à un philosophe, mais aussi, on va le voir, à un musicien, un compositeur. On peut écouter du Adorno chez Boulez, à l'IRCAM, à côté de Beaubourg. On peut écouter sur France Musique et France Culture de temps en temps des musiques d'Adorno. C'est aussi quelqu'un, c'est un poète, c'est quelqu'un qui travaille la langue. Par conséquent, les traductions, il y en a des bonnes, des moins bonnes, mais ce qui est le plus important, c'est de comprendre effectivement la portée des concepts chez Adorno, sinon on passe à côté de sa pensée. Puis si effectivement on oppose simplement art authentique et industrie culturelle, la messe est dite. Il n'y a plus qu'à arrêter le débat maintenant. Moi j'ai une question supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a même traduit culture industrie par culture industrielle, et qui désignerait là plus que des disciplines ou plus qu'un concept, mais un milieu lui-même, un milieu culturel et un milieu technique à la fois. Alors ça c'est vrai. Alors l'idée, là il faut se replonger dans la période en question. L'école de Francfort, nous avons affaire à des intellectuels qui voient bien entendu arriver dans leur tout à fait attachés à leur pays et à leur langue. C'est vrai pour Adorno d'ailleurs, parce que lors de son émigration aux États-Unis, il continue à écrire en allemand. Donc il voit, tout d'un coup, il y a un déchirement, puisqu'on non seulement on leur nie leur attachement à l'Allemagne, mais en même temps, il voit effectivement, j'allais dire, le côté, si on veut prendre une comparaison avec la science-fiction, le côté orwellien, avant l'heure, c'est-à-dire 1984. Il voit tout d'un coup la communication de masse, ça c'est ça le contexte, une communication de masse qui n'est pas du tout la communication de masse telle que les jeunes générations peuvent la penser aujourd'hui. C'est pas le livre de poche qui permet à tout un chacun de lire Balzac ou Zola. La communication de masse, c'est d'abord le média de l'époque, la radio, au service des totalitarismes, notamment Hitler qui, Borborigme ou pas, va savoir très bien s'en servir, Mussolini, rappelez-vous le film La journée particulière, où on entend dans le village tout un tas de haut-parleurs qui ont été disposés pour entendre les... Bon, et puis en Russie soviétique, effectivement, cet usage... Donc, d'un côté... Alors, on a ces gens-là, et pour répondre à la question, donc très vite, ils vont émigrer aux États-Unis. Horkheimer va partir via l'Angleterre et va recréer à Columbia son centre de recherche sociologique et philosophique là-bas. Il n'y a que le malheureux Benjamin qui, lui, va s'y prendre un peu tard et qui, comme on le sait, alors Benjamin, j'en parlerai aussi tout à l'heure, ça fait partie des origines, va mourir à cause d'un passeur qui va, paraît-il, lui demander le doublement de la somme pour passer les Pyrénées, aller en Espagne et ensuite aller aux États-Unis. Bref, vous parliez de contexte. Horkheimer, Adorno, donc arrivent d'abord à Columbia, mais ensuite ils vont très vite être accueillis à Hollywood, comme beaucoup d'intellectuels. Ils vont se retrouver à Hollywood, c'est-à-dire, là ils vont basculer d'Orwell, j'allais dire, à Huxley. C'est pas pour rien qu'Adorno a écrit un texte à la fois d'hommage, mais aussi où il se démarque du meilleur des mondes. C'est-à-dire qu'ils vont tomber dans ce que Erich von Stroheim appelait, dès les années 20, la machine à fabriquer des saucisses. C'est ça. Donc, le concept d'industrie culturelle, il naît aussi, et d'abord, à Hollywood. C'est-à-dire que ces gens-là, bon, il faut bien qu'ils vivent, notamment, il y a un certain nombre d'auteurs. Alors, entre parenthèses, c'est amusant, parce que vous avez des gens qui étaient, par exemple, assez communisants à l'époque. C'est pas pour rien que c'est eux qui vont, du point de vue de la fameuse liste noire, un peu plus tard, après-guerre, donner de mauvaises idées de gauche à Hollywood. Avec, comme vous le savez, la chasse aux sorcières, etc. Ça doit beaucoup à ces intellectuels allemands qui ont émigré. Donc, en gros, ils vont étudier. Alors, ils passent d'une communication de masse assez, j'allais dire, assez hard, à quelque chose qui est effectivement ce que décrit un peu Huxley dans son livre, c'est-à-dire une machine un peu à décerveler, une machine qui a une rationalisation industrielle, où les produits sont des marchandises. Alors, j'ai même été, pour répondre vraiment très précisément à votre question, si j'avais un deuxième livre à écrire sur Adorno, comme j'aime bien les trucs un peu polémiques, je dirais Adorno, l'américain. Parce que finalement, ce que défend Adorno, c'est ce que, à un certain niveau bien entendu, c'est ce que pourrait défendre le premier producteur hollywoodien, enfin de l'époque des grands studios hollywoodiens. C'est-à-dire que quand Adorno dit un certain nombre de choses sur le cinéma, mais les producteurs hollywoodiens le disaient eux-mêmes.
Nous avons effectivement tout un arrière-plan franco-français par rapport au cinéma, notamment au niveau critique, l'idée du 7e art, cette idée très intéressante de gauche sur le cinéma populaire, comme il y a eu des tentatives de théâtre populaire, les ciné-clubs, il ne faut pas oublier, liés à la CGT, au PCF, etc., qui font qu'il y a un moment donné, ou des auteurs comme des historiens du cinéma, comme Georges Chadoul, par exemple, où il va y avoir une défense ce qui peut être éventuellement pour Adorno un bon serpent de mer, mais d'un bon cinéma populaire. Ça sera même la recherche après-guerre, 10 ans après, de cette idée de reproduire face à Hollywood, effectivement, un cinéma qui essaierait... Voilà un peu. Donc le milieu en question dont vous parlez, c'est effectivement Hollywood. Et sa rationalisation. Donc quand Adorno parle du cinéma, à la limite, il en parle un peu comme les producteurs américains. Et nous, ça c'est aussi une difficulté de lecture. Il y a 2 difficultés de lecture. C'est que nous avons 2 filtres. Nous avons un filtre que nous ne possédons pas forcément, c'est cette fameuse dialectique négative, parce que c'est un texte difficile. Et le deuxième filtre, qui est un filtre français, c'est-à-dire la défense. Bon, attention, la France n'a pas été le seul lieu de défense du 7e art. Je précise que moi j'ai été nourri là-dessus, j'ai été nourri, vu mon âge, par, même si je suis un peu de la deuxième fournée, des gens comme André Bazin, etc., les cahiers du cinéma. J'expliquais à Colette que j'allais, quand j'étais étudiant, écouter à la fois les gens des cahiers du cinéma et les gens de Positif. Mais nous avons ce filtre-là. À un moment donné, Adorno devenait d'une certaine manière un peu illisible. Alors, d'où l'idée de ce bouquin, effectivement, qui est d'essayer de montrer, non pas, alors il ne s'agit pas de se faire le turiféraire d'Adorno, je précise que c'est un livre qui le trahit honnêtement, pour voir ce qu'on peut en tirer aujourd'hui, notamment pour le cinéma, qui est un peu mon devoir d'origine, mais en même temps, c'est important de rappeler tout le contexte. Je crois qu'il y a un extrait d'une conférence, peut-être qu'on peut, oui, on peut l'écouter. Il fait une différence entre effectivement les termes qu'il emploie, industrie culturelle et culture de masse, et où il commence déjà à faire une critique de qu'est-ce que serait la masse pour cette industrialisation de la culture, masse qui serait un objet et pas un sujet, dit-il. Voilà, parce qu'il a compris que communication de masse, il y a quand même des bonnes prémonitions chez Adorno. Il a compris qu'à un moment donné, communication de masse va être quelque chose qui va être notamment dans l'américanisation, mais ensuite en Europe, quelque chose de valorisant. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si communication de masse, c'est le livre de poche qui permet à tout un chacun de pouvoir accéder aux classiques, il y a deux textes que vous connaissez sans doute. Bon, vous connaissez au moins, peut-être plus d'ailleurs, le nom de Walter Benjamin, parce que c'est quelqu'un, j'allais dire, qui lui a le vent en poupe aujourd'hui contre Adorno. Alors je précise, Walter Benjamin écrit un texte qui s'appelle « L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique », où il est le premier, avec Paul Valéry d'ailleurs, qui l'a cité en exergue de son texte, à mettre le doigt sur quelque chose d'important, c'est le lien avec notamment les nouvelles technologies de 1895, c'est-à-dire le phonographe, le cinématographe et la photographie qui existait déjà depuis un certain temps. Et Benjamin pose une question toute bête, est-ce que le cinématographe, est-ce que la photographie, est-ce que le phonographe peuvent être considérés comme des nouveaux vecteurs artistiques? Voilà. Alors, il dit effectivement, si on prend des catégories esthétiques de l'époque, l'œuvre d'art, on a parlé d'authenticité, il faut qu'elle soit authentique, il faut qu'elle soit originale, etc., etc. Que penser d'œuvres qui sont reproductibles, c'est-à-dire des outils... Alors, quand on parle de photographie, c'est déjà une photographie, c'est même plus les plaques photographiques produites par les usines Lumière. Alors, c'est bien entendu pas encore moins Niepce. Donc il se pose la question. Il dit là, les critères qui étaient ceux de l'œuvre d'art, originalité, authenticité, etc., on ne peut pas les coller à ces nouveaux objets. Et alors là, c'est intéressant parce qu'il va y avoir une rupture politique d'ailleurs entre, parce que c'est quand même tout ça, ce sont des amis, des ruptures politiques, c'est que Walter Benjamin, comme Bertolt Brecht, alors notamment il va y avoir, j'ai lu attentivement la correspondance entre Walter Benjamin et Adorno, Bertolt Brecht est
tous ces gens-là sont marxistes. Mais il y en a certains qui ont une petite sensibilité communisante, c'est-à-dire communiste. Adorno notamment, c'est un marxiste anticommuniste. Bon. Benjamin, comme Brecht, parce qu'il était ami avec Brecht aussi, alors il faisait le grand écart entre les deux, pensait que, quand même, le cinéma notamment. Alors, il faut savoir que la grande figure du cinéma à l'époque, c'est Charlie Chaplin. Est-ce que Charlie Chaplin, c'est pas le nouveau Molière? Est-ce qu'on peut biffer comme ça Charlot, planétairement connu, alors qu'il a fait des films formidables? Donc, la question que pose Benjamin, c'est ça. Alors, il y répond, d'une certaine manière, il dit, et là, il cite aussi Paul Valéry, il dit, il faut peut-être changer, et c'est ce que les gens reprennent aujourd'hui, enfin, un certain nombre de chercheurs, il faut peut-être changer le concept d'œuvre d'art. Voilà. Donc, c'est ça la piste de Benjamin. Mais vous remarquerez qu'il parle, lui, de reproductibilité technique. Horkheimer et Adorno, qui le suivent, mais en même temps, qui sont de la même époque, eux, ils lisent le texte, et ce qu'ils voient dedans, notamment au travers de leur propre expérience, c'est qu'il faut injecter un mot qui est industrie ou industrialisation. Il ne faut pas se contenter de parler de reproductibilité technique. D'où, effectivement, et là je vais arrêter là-dessus, et puis on va écouter Adorno, d'où l'idée, effectivement, de forger un nouveau concept, qui est le concept de Kulturindustrie, pour pallier un manque, en sachant que la production industrielle de biens culturels est la traduction française d'un essai d'Adorno et d'Horkheimer qui s'appelle Kulturindustrie. Et alors, ce qui est important, là il faut le dire, c'est que la dialectique de la raison est un texte assez compliqué, mais fondamental, parce qu'il y est traité de la crise de la rationalité dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que alors je parle beaucoup de parataxe, il y a une manière d'attaquer un objet sous des angles différents pour faire court. Dans la dialectique de la raison, vous avez un texte sur la Aufklärung, puisque la crise de la rationalité, c'est l'idée, qui a été ensuite reprise notamment par un certain nombre de penseurs, poètes, sur la rationalité qui, à un moment donné, échouait à Auschwitz. Ça, vous connaissez un peu ça. Et par conséquent, cette rationalité totalisante, totalitaire, universelle, est-ce qu'elle n'a pas finalement produit cette monstruosité dont le symbole est Auschwitz? Comment la nation allemande, la patrie de Goethe, d'Hegel, de Kant, etc., a-t-elle pu produire ça? D'où l'idée, c'est Nietzsche qui le premier avait commencé à tirer le signal d'alarme, c'est d'une réflexion sur la rationalité. Et Nietzsche le premier avait compris qu'il y a dans la rationalité et dans son universalisme, alors j'utilise un jeu de mots, puisque Adorno en fait des mots, je ne vois pas pourquoi je m'en priverais, je dis un universalisme un peu catholique. Parce que vous savez que catholique, ça veut dire universel. Donc, universalisme catholique, c'est qu'effectivement, à un moment donné, là, il y a un sous-chapitre qui s'appelle la raison du plus fort. C'est-à-dire que toute la question de la crise de la rationalité dont traite la dialectique de la raison, notamment au travers de la culture, mais pas seulement, à Aufklärung, question de l'antisémitisme aussi qui est reprise, un texte sur ça. Aufklärung, ça veut dire penser du progrès ou penser en progrès, c'est ça? La dialectique de la... Aufklärung. Aufklärung, oui, c'est ça. Alors, Aufklärung, on pourrait traduire rapidement par les Lumières, les encyclopédies, etc. Et une des traductrices avait dit, mais finalement, la Aufklärung, c'est aussi un peu synonyme de raison. Donc là aussi, c'est un peu polyvalent. C'est ce que dit Adorno à un moment donné quand il parle de constellation. C'est-à-dire que les catégories, la dialectique négative s'oppose à la catégorisation. C'est plutôt une attaque d'où la parataxe, une constellation d'éléments qui vont permettre de tourner et de problématiser un concept ou un objet qu'on étudie. Et c'est ça, la dialectique de la raison, c'est une reprise en compte. Ça veut dire aussi, à un moment donné, ils ne sont pas les seuls à le faire, comme je le montre, c'est une autre manière de se libérer de la fameuse grande dissertation philosophique, avec un début, un milieu et une fin. Donc ça, c'est important, et la Kulturindustrie, c'est un des éléments de la dialectique de la raison, c'est-à-dire que c'est une réflexion sur la crise de la rationalité dans le secteur de la culture. De même qu'il y a un essai sur la Aufklärung, de même qu'il y a un essai sur ça, de même qu'il y a un essai sur l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est pas seulement
Parce qu'Adorno, Horkheimer serait juif. En plus, Adorno a une situation un peu compliquée, puisque le W, Adorno, c'est le nom de sa mère, qui l'a baptisé, et qui était catholique et cantatrice. Le W, c'est le nom de son père, c'est Wiesenbrunn, qui lui était juif. Vous savez que alors d'ailleurs, un certain nombre de ses contemporains juifs lui ont reproché de ne pas être juif. C'est un peu compliqué, toute cette affaire. Ce qu'on peut dire, et ça j'essaie de le montrer, mais on ne peut pas le voir ce soir, c'est qu'Adorno, finalement, est assez fidèle à une reprise d'une certaine dimension judaïque de la philosophie, par opposition à, finalement, cet universalisme un peu trop catholique de la raison. Un exemple, moi j'avais toujours lu Kafka avec ce filtre-là, c'est ce qu'il dit de Kafka. Kafka, nous le lisons au travers du filtre existentialiste, c'est-à-dire mort de Dieu, Dieu est mort, l'arpenteur, on n'arrivera jamais au centre parce que Dieu n'existe pas. Dans la métamorphose, pareil, et Adorno dit mais non, on peut lire les textes de Kafka autrement, c'est-à-dire comme la notion de changement de point de vue. C'est-à-dire, alors, il dit, l'arpenteur n'arrivera jamais au centre, pas du tout parce que Dieu n'existe pas, mais parce que dans la tradition juive, y compris sécularisée, parce que Adorno, je crois qu'il croyait en Dieu, c'est absolument pas le problème, hein, comme Woody Allen, etc., même si ça n'a rien à voir. Dans cette tradition-là, vous savez qu'on ne peut pas prononcer le nom de Dieu. Bon, là, alors du coup, je me suis mis à relire Chouraki, voir un peu les traductions de la Bible. Alors, bon, vous savez qu'on traduit le nom de Dieu uniquement avec des consonnes. Ce qu'il dit tout simplement, c'est que dans la philosophie un peu catholique, il y a toujours l'idée qu'à un moment donné, on se donne un programme intellectuel, notamment l'Aufklärung, dans la pensée encyclopédique, et avec cette idée qu'un jour on pourra remplir ce contrat. Dans la tradition judaïque, via le Talmud, etc., on sait que jamais on ne remplira ce contrat. Donc, l'arpenteur, il n'arrivera jamais au bout, parce que jamais la totalité, on arrivera à la dire complètement. Vous voyez ? Alors ça, c'est tout à fait intéressant, d'où la notion de parataxe que j'ai tellement mis en valeur là-dedans, et que j'ai découvert lors de ma thèse, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire de discours englobant comme, même si Adorno doit beaucoup à Hegel, comme la phénoménologie, etc. Donc la dialectique de la raison, il le dit, ce sont des fragments. Alors je répète, ils n'ont pas l'exclusivité des fragments. Hein. À l'époque, bien d'autres auteurs, y compris en France, ont travaillé sur le fragment. Pour la métamorphose, par exemple, il dit la métamorphose, c'est simplement un changement de point de vue. Alors, c'est pas sans rappeler un autre auteur de science-fiction, d'ailleurs, H.G. Wells, dans la guerre des mondes. La guerre des mondes, c'est quoi? C'est que tout d'un coup, une espèce d'anti-humanisme, non pas théorique comme aurait dit Althusser, mais un anti-humanisme basique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent d'une planète, qui nous prennent pour des animaux, et qui eux-mêmes seront détruits parce qu'à un moment donné, il y aura des virus. Oui, excusez-moi. Oui. Il y a un micro, si tu veux. Elle existe déjà parce que quand Benjamin, c'est l'auteur de départ, c'est Benjamin, c'est que Benjamin s'appuie quand même sur le cinéma des années 20. Il faut savoir que le cinématographe n'a jamais été aussi puissant que dans les années 20. Charlot, Chaplin, était connu dans le monde entier. Enfin là, il fallait qu'il y ait quand même un peu de... Enfin, quoi qu'à l'époque, non, il y avait des manivelles. Et même les bons pères missionnaires ont fait des projections de Charlot en Afrique, etc. Donc, à part quelques coins très reculés, et encore, il fallait qu'il n'y ait pas de missionnaires, ils ont très vite utilisé les images, comme ils le faisaient dans les églises, etc. Charlot était connu mondialement. Il n'y a pas une vedette aussi importante. Donc, quand la notion d'industrie culturelle est créée, il ne faut pas s'imaginer faire un anachronisme. Le cinéma est très puissant. Moi, j'avais eu un mémoire de maîtrise il y a longtemps, qui était amusant. Il disait le cinéma entre le Bénur de Fred Niblo de 1928 et le Bénur Chant du cygne des grands studios hollywoodiens 1958. Puis ensuite, on rajoute la nouvelle vague qui accompagne le moribond. Voilà. Et Godard qui tire la sonnette d'alarme en disant, bon, je plaisante, mais en même temps, ça y est, le cinéma est mort. Il faut faire attention, non. Le cinéma, à l'époque, n'a jamais été aussi puissant que dans les années 20. C'était vraiment... Parce qu'ensuite, il n'y a pas encore... Bon, après, il va y avoir le média dominant, parce qu'il y a, bon, c'est la radio. Et puis ensuite, la télé. Mais la télé, c'est, bon, toujours plus vite aux États-Unis, mais c'est quand même beaucoup plus tardif. Le média, par exemple, sur lequel réfléchit le plus Adorno, à un moment, c'est la radio.
Donc, oui et non. C'est-à-dire que... Alors, quant à la réflexion générale sur la... Bon, j'insiste un peu lourdement, même si je ne réponds pas là, complètement directement à votre question. La crise de la rationalité, c'est une crise massive, pas seulement, comment dire, chez les philosophes. Hein, vous la trouvez aussi chez les poètes, vous la trouvez aussi chez les grands écrivains du siècle, Musil, et quand vous avez cette idée. Et je répète, le premier qui va faire une alerte, si on parlait le langage moderne, c'est Nietzsche, un des premiers. Alors, là, vous avez dit, dans la première partie de votre intervention, quelque chose qui est tout à fait en phase avec eux, vous avez suggéré, c'est l'industrialisation de l'humain. La Kulturindustrie est une des facettes de l'industrialisation de l'humain. Il y a une école de pensée, moi je dirais que, d'emblée, je vais dire, tiens, Adorno a sans doute tort sur le cinéma, parce qu'il aurait dit des bêtises sur Jean Rouch, qui est une de mes idoles, et pas seulement parce que Jean Rouch a travaillé à Paris-Ouest. Mais je suis fondamentalement très intéressé, notamment, par le cinéma anthropologique. Les anthropologues, ou les ethnographes, comme s'appelait lui-même Jean Rouch, nous ont montré qu'il y a humain quand il y a un certain traitement de la mort. C'est-à-dire qu'on ne laisse plus les cadavres des morts mangés par les animaux. Et même, on commence à ériger des embryons de religion, des graffitis dans des grottes, etc. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est la culture en tant que système à la fois de communication, mythes fondamentaux. Enfin, je vous renvoie à tous ceux qui ont travaillé là-dessus. Donc, la Kulturindustrie, c'est quand même qu'à un moment donné, on va industrialiser l'humain. Alors, Auschwitz, c'est quoi ? Parce que souvent, alors moi, c'est intéressant, parce que dès que vous dites juif allemand, maintenant dans un auditoire en université, vous avez toujours quelqu'un qui est un Rwandais qui lève la main, à juste titre, en disant, mais monsieur, alors je connais particulièrement, parce que j'ai des amis rwandais qui m'ont expliqué, les Tutsis, etc. J'ai dit, attention, ne mélangeons pas tout. Il ne s'agit pas de défendre, parce qu'il y a une espèce ensuite d'antisémitisme à rebours. Ne mélangeons pas tout. Un être humain vaut un être humain. Il y a dans l'histoire du XXe et aujourd'hui, au début du XXIe, des trucs abominables. En quoi Auschwitz est-il remarquable ? Bon, c'est pas parce que, bien sûr, c'est parce qu'on a tué X millions, même si les révisionnistes veulent dire qu'il y en a 1000 de moins, 1000 de plus. C'est parce qu'il y a eu des usines de la mort. Parce que ça a été réfléchi, qu'on a construit des endroits avec des lieux où on brûlait les gens, et où on a construit même, pour le prendre avec toute la distance, des produits dérivés. Donc des gens arrivent, s'ils sont un peu valides, on les utilise. Les gens, tant qu'ils n'avaient pas la diarrhée avec le sang, on les mettait. Bon, après, hop, on les mettait à la chambre à gaz. Donc là, vous avez effectivement cette industrialisation. Il y a eu des massacres épouvantables à la fin du XXe siècle, qui sont aussi épouvantables humainement. La seule chose ici, c'est que c'est quelque chose qui est rationalisé. Bon, c'est ça qui fait, si on peut dire, entre guillemets, l'originalité. Vous voyez ? Donc c'est une rationalisation de la mort, des usines de mort. Quant à la Kulturindustrie, c'est une usine, une industrialisation du vivant sur ce qu'il devrait avoir, là encore, de plus humain. Pour ça que moi je me tourne vers les anthropologues, qui pour moi sont des partenaires très importants. Ils nous apprennent quand même que les gens, les artisans, ou les griots en Afrique, etc., faisaient un certain nombre de choses. Là, tout d'un coup, alors ça, on le verra peut-être ultérieurement, une diapo, c'est qu'on va basculer de quelque chose qui relèverait rapidement de art et tradition populaire, ce qui n'a rien à voir avec l'industrie de la culture. C'est-à-dire des gens qui vont créer des usines, comme à Hollywood, pour fabriquer des produits pour le peuple, en utilisant dans la musique, par exemple rock, etc., des agents, si on veut utiliser ce terme-là, qui viennent eux-mêmes du peuple. Pas toujours. Les Beatles venaient de milieux populaires. Donc effectivement, vous avez un certain nombre d'entreprises qui vont industrialiser. C'est pour ça que le mot industrie culturelle dans sa traduction française est quand même à reprendre au singulier, tout simplement parce qu'il met bien en évidence cet oxymore, cet oxymoron, pour reprendre la rhétorique, qui est une opposition. C'est pas seulement une opposition dans les termes, c'est que industrie culturelle, ça veut dire, et là vous l'avez suggéré, industrialisation de l'humain. La critique tient bien en ça, c'est-à-dire c'est une critique de la rationalité économique de l'industrie
d'autant plus de l'industrie qui concerne la culture, face auquel peut-être on comprendrait mieux le concept d'art authentique, de sa défense de l'art authentique. Est-ce qu'on peut dire quelques mots là-dessus parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu choquant d'entendre art inférieur, art supérieur, art inférieur, art pour le peuple ou art savant. Toutes ces notions-là, aujourd'hui, comment on peut expliquer cette défense de l'art authentique face à cette culture industrie? Alors moi j'avais mis quand j'essaie, parce que souvent les étudiants me posent la question, cette histoire d'art authentique. Effectivement, je précise qu'Adorno a lui-même écrit un bouquin qui s'appelle Jargon de l'authenticité, pour montrer qu'il n'était pas dupe de ce caractère authentique. Le problème, c'est que chez Adorno, il y a à un moment donné la volonté, et qu'on ne confonde pas tout dans un même panier. C'est-à-dire que tout serait de la culture. La publicité a même sa culture pub depuis, d'abord sur la 6, maintenant on peut la retrouver sur une autre chaîne de la TNT. Tout devient culture. Alors là, il dit à un moment donné, non, il faut quand même qu'on sépare ce qu'autrefois d'ailleurs, c'est là où il faut faire attention, parce que sinon on pourrait rétrograder Adorno comme un auteur, un peu comme Duhamel en France, mais le Duhamel écrivain, etc., du début du XXe siècle, quelqu'un qui défendrait la haute culture, etc. Alors, moi, au lieu de culture authentique, il y a un mot qu'utilise aussi, c'est art savant. Alors, le mot art savant me semble plus intéressant, et je vais dire pourquoi. Il y a dans la tradition philosophique, vous savez, une espèce de jeu de médiation entre la philosophie, les sciences, la morale, etc., au travers de 3 catégories, le bien, le beau, le vrai, qu'on trouve déjà chez Platon. Il y a cette idée chez les philosophes que le bien dans la morale ou la religion, c'est un peu l'équivalent du vrai dans les sciences ou dans l'amour de la sagesse, peu importe, et c'est un peu l'équivalent du beau en esthétique. Et ça, on le retrouve chez les grands philosophes, y compris jusqu'à Hegel. Hegel dit, dans l'esthétique, l'œuvre d'art n'est pas seulement quelque chose de beau à déguster, ça a à voir avec la vérité. Alors, le mot art savant, moi c'est celui qui aurait mon goût actuellement. Bon, ça a une signification, notamment par rapport à une autre notion. Il faut revenir à la crise de la culture. Crise de la culture, ça veut dire aussi qu'après-guerre, il va y avoir des courants qu'on va appeler contre-culturels. C'est-à-dire que puisque la raison a échoué, jetons le bébé avec l'eau du bain. Vous avez compris que la dialectique de la raison, il s'agit de sauver la raison contre elle-même. Tandis qu'il y a des gens qui disent non, c'est fini maintenant. Alors, des gens qui vont dire bon bah ça y est, c'est toute la Aufklärung a échoué, il faut faire quelque chose, de radicalement différent. Ce que ne pense pas Adorno et Horkheimer, c'est-à-dire qu'eux, ils partent du principe qu'il faut conserver effectivement cette notion. Donc l'idée d'art savant, c'est qu'il y a, et ça me semble important, notamment pour les jeunes, ça a un lien avec l'éducation, c'est que si vous êtes seulement dans votre contre-culture, qui peut être sympathique, qui vous permet une transe occidentalisée, de faire tomber la pression dans une rave party de temps en temps en utilisant quelques substances, etc. Bon, vous risquez de passer à côté de cet art savant. Alors là, savant, alors excusez-moi, parce que moi je suis pas... Moi, vous avez compris que mes objets d'étude, c'est plutôt la saga du Seigneur des Anneaux, l'inspecteur Harry, etc. Mais peu importe. Donc, vous risquez de passer à côté, par exemple, de Picasso. Alors, sans vouloir réduire Picasso. Mais Picasso, il est contemporain alors non seulement, bon, il y a un amour de la statuaire africaine, etc., mais il est contemporain de la théorie de la relativité restreinte. Il y a dans les Demoiselles d'Avignon, qu'on pourrait appeler aussi une parataxe picturale, cette idée d'attaquer un objet sous plusieurs angles. Bon, vous savez que ça a été une grande rupture dans l'histoire de l'art. Quelque chose... Alors, ça peut faire hurler ce que je vais dire, parce que je répète, je ne suis pas un spécialiste de l'art contemporain, mais il y a une espèce de tremplin, mais ce sera un peu dévalorisant pour Picasso, mais il y a en tout cas une médiation entre... moi j'ai fait l'autre fois une séance Einstein et Picasso, en sachant que Picasso n'est pas réductible à ça. Il faut aussi aller voir cette ouverture vers l'Afrique, ou une Afrique parfois un peu fantasmée. Voilà. Donc,
l'art savant, c'est cette idée que on peut, comment dire, si Adorno reste marxiste là-dessus, si on prive un public populaire de ce qu'il appelle de nouvelles expériences, si on le maintient grâce aux industries culturelles dans un certain nombre de sous-contre-cultures, effectivement, il va passer à côté de ces œuvres qui lui permettraient finalement de créer, de tisser des liens en réseau entre art, science, morale, etc. D'ailleurs, moi je ne suis pas un spécialiste de l'art contemporain, mais je suis un honnête homme, donc je suis allé à l'exposition Soulages, je vais à l'exposition Basquiat, je suis allé aux expositions Picasso. Vous pouvez remarquer qu'elles font le plein. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir qui y va. Qui y va? Et pourquoi? Ça veut dire qu'il y a certaines catégories de la population qui se précipitent dans ces expositions. Et puis, dans les collèges, vous avez nos collègues qui continuent à ramer quand ils veulent parler, alors même pas de Picasso, de Balzac, etc., etc. Donc, il y a, si vous voulez, c'est ça que comprend Adorno, il y a un enjeu, il ne faut pas oublier qu'il est marxiste, il y a un enjeu culturel important, c'est que ces industries culturelles, ces industriels de la culture vont, et là ça n'a plus rien à voir avec art et industrie populaire, vont cantonner une partie de la population, la plus populaire éventuellement, dans ces variétés, dans ce type de cinéma, dans un type de littérature, héroïque fantasy, ça peut être sympathique, mais surtout c'est souvent très mal traduit en français. Vous avez des jeunes qui ne sont nourris, littérairement, que de traduction d'héroïque fantasy. Je n'ai rien contre l'héroïque fantasy. Si en même temps on lit Balzac, tant mieux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Adorno est un universitaire, donc c'est quelqu'un quand même, voilà, c'est quelqu'un qui est quand même dans une tradition, mais qui a compris qu'effectivement, d'où la notion, effectivement, d'art authentique. L'art authentique, c'est je dirais que c'est pas une catégorie, c'est un scud. Il s'agit de dire, par exemple, moi c'est aux publicitaires, non messieurs, vos objets ont une dimension esthétique incontestable. Vous avez bien été dans les mêmes écoles d'art, vous avez été aux Beaux-Arts, à l'école du Louvre, vous avez été où vous voulez, mais vous faites, puisque ma discipline c'est la communication, vous faites des objets, un peu comme dans l'entertainment, dont on parlait tout à l'heure, des objets qui sont à la fois communicationnels, etc., au service d'une entreprise. C'est tout à fait honorable, ça permet de nourrir sa famille correctement, mais il ne faut pas tout confondre. Alors d'autant que, si on prend la publicité par exemple, moi je ne suis pas publiphobe, c'est pas ça le problème, mais Adorno dit on ne peut pas tout confondre, parce que pour lui, ça il faut le dire aussi, la publicité est le modèle des industries culturelles. Donc ce qu'il dit, c'est que effectivement, à un moment donné, non, il y a bien dans un spot publicitaire une dimension esthétique, mais ce n'est pas de l'art. C'est autre chose. Je ne sais pas si je suis un peu clair. Donc, vous voyez, il y a même un enjeu culturel, mais aussi un enjeu d'éducation. Oui. Parler d'art authentique, ça veut dire affirmer une coupure esthétique entre deux types d'objets, sans dire que les uns c'est le mal et que les autres. Non, c'est deux choses différentes. Moi, je dirais, vous parliez, vous, de pratique artistique. Moi, je parlerais aussi de recherche artistique. Dans l'art, il y a une espèce de lien avec la science, c'est-à-dire de recherche fondamentale. Dans la publicité, il peut y avoir une recherche appliquée, comme pour les voitures, etc. Bon, mais souvent, quand on regarde avec un décalage dans le temps, il faut aux chaussettes Kindy, alors je vais prendre un exemple qui n'est absolument pas adorable, parce que c'est cinématographique, 40 ou 50 ans pour digérer le pré-générique qui d'ailleurs avait été imposé à Godard par ses producteurs dans Le Mépris, là où il montre Brigitte Bardot a pu, puisqu'il ne l'avait pas prévu et qu'on lui a imposé. Pareil, Magritte. Il faut, avant que Dalida fasse une publicité sur un aérosol qui permet tout d'un coup de rappeler les tableaux de Magritte, pauvre Magritte, sauf que il faut 30-40 ans. Donc il y a toujours un décalage, parce que les publicitaires sont des gens hautement cultivés, qui vont dans les expos. On pourrait montrer que dans un domaine qui m'est plus proche, le cinéma, vous avez un lien très fort à la cinéphilie. Tarantino, que je déteste pas, est quelqu'un de très cinéphile qui connaît le cinéma. Spielberg, qui est lié au nouveau capitalisme hollywoodien, a rendu des hommages appuyés à quelqu'un comme François Truffaut. Alors je ne sais pas si je réponds à votre question un petit peu dans ma trahison honnête. Sur la notion de communication de masse, parce qu'on a souvent dit Adorno est périmé parce qu'il traite de la période de communication de masse, or nous n'y sommes plus.
Non, il parle de l'individualisation, de l'individuation des produits. Il avait déjà anticipé l'idée des fameuses niches marketing. Bon, aujourd'hui, effectivement, chacun a sa niche. Bon, quand vous allez à la FNAC, pour Marseille, ce que vous avez, bon, il y a peut-être une FNAC aussi, ou un autre un forum, ou je ne sais quoi. Bon, c'est amusant de voir les gens regarder par-dessus leur épaule, moi ça m'amuse toujours, avec un air de mépris, parce que là, pour le coup, eux, ils reprennent à leur compte, dans les industries culturelles, cette notion d'art authentique. Moi, les disques que j'aime, les sous-niches que je prends, c'est la bonne. Donc, l'industrie culturelle, c'est de plus en plus se diversifier, et alors si on va jusqu'au bout avec Google et compagnie, là c'est encore pire, puisqu'on arrive à faire votre profil et à vous proposer sur la colonne de droite les produits musicaux, culturels ou autres qui vous correspondent directement à vous, individu. Mais ça, contrairement à ce qu'on a dit, Adorno l'avait déjà pensé. Pardon ? Oui, toujours, Adorno a toujours défendu la modernité. Bon, écoutez, de musique, la modernité de son temps, c'est l'élève d'Alban Berg, musicien contemporain. Il est l'élève d'Alban Berg et il n'a de cesse, il a écrit un bouquin sur Schoenberg. Donc, il défend la modernité et puis en même temps, bien entendu, il y a cette dialectique un peu entre modernité, fausse modernité. Oui, il n'est pas passéiste. Alors là, si on prend le texte qu'il a écrit sur Huxley, il dit Huxley a 50% raison sur le constat. Mais il dit, je ne suis pas d'accord sur un point. Et là, je pense que ça nous concerne tous, quel que soit c'est sur la notion d'utopie. Le grand livre qu'a lu Adorno quand il était jeune, qui l'a formé, c'est un livre d'Ernst Bloch, je crois que ça s'appelle La fonction de l'utopie. Et il y a chez Adorno cette idée qu'effectivement, bon, en gros, ce qu'il appelle, intraduisible encore, il y a le Kultur, l'Enkunstung de l'art, excusez-moi. Bon, l'Enkunstung de l'art, c'est-à-dire la perte par l'art de son caractère artistique. Et presque c'est aussi traduit par désertification. Par désertification. Oui, on pourrait traduire ça comme ça, effectivement. Donc, l'Enkunstung de l'art est possible, mais pas sûr. Et c'est la différence, parce qu'il montre que finalement, chez Huxley, dans ces dystopies, comme on dit aujourd'hui pour les spécialistes de la science-fiction, dystopie un peu moralisatrice, etc., finalement, c'était mieux avant. C'était le seul moment de bonheur dans les 1984 d'Orwell ou, Le meilleur des mondes, c'est on se retrouve dans les champs de blé à faire l'amour tranquillement comme autrefois. Je ne dis pas que ça reste très agréable aujourd'hui encore, mais là, c'est pas le fait de le faire réellement, c'est l'image qui est donnée. Il y a chez Adorno, non. Adorno, c'est la défense constante. Alors, de l'art contemporain, lui, c'est de la musique contemporaine de son temps, où il dit, par exemple, à propos de Schoenberg, que c'est une musique qui rend compte de la cacophonie et du désastre qui est en train de se construire avant les années 30, et surtout avant 39, mais en même temps, il dit, il ne faut pas écouter Schoenberg et Berg comme si c'était uniquement une mimésis ou une traduction du chaos. Il y a dans la musique de Schoenberg quelque chose qui nous, comme dans les théories d'Einstein, quelque chose qui nous projette en avant. Et c'est ce qu'il dit à propos de la science-fiction. Il dit la science-fiction, bon, on n'utilisait pas de son temps le terme dystopie. Aujourd'hui, c'est des étudiants, ils disent attention monsieur, c'est une dystopie. Je dis oui, d'accord. La dystopie, c'est ça. C'est même des gens sympathiques comme Philippe K. Dick, par exemple, Blade Runner, etc. C'était toujours mieux avant. Adorno, c'est pas ça du tout. Il refuse qu'il y ait une tabula rasa, c'est pour ça qu'il n'est pas du passé, faisons table rase, alors ça, Adorno est absolument contre. Mais par contre, il est pour des jeux de rupture, il pense qu'il y a une utopie possible. Et ça peut même, je pense que c'est contemporain, y compris dans un contexte politique comme le nôtre, il part du principe, alors ça c'était un peu l'idée de Revaux-Talon, donc mon directeur de thèse, c'est qu'il y a finalement chez Adorno cette idée d'une résistance. Dans un monde un peu bloqué comme le nôtre, le domaine artistique est un pôle de résistance dans lequel on peut anticiper encore des choses, en attendant d'éventuellement pouvoir les... Et c'est pour ça que j'ai découvert, puis j'arrête, j'ai découvert chez Adorno une défense du rêve. Il y a deux rêves, le rêve produit, parce qu'on dit souvent le rêve hollywoodien, il y a chez Adorno la défense du rêve, de la rêverie, comme en philosophie, la rêverie, la méditation, etc. On peut être heureux déjà au travers pas en attendant seulement les lendemains qui chantent. Oui. Ça, c'est un peu une dialectique. Moi, je serais assez en accord. Ça peut être une dialectique de la raison, et notamment cette fameuse parataxe
c'est l'idée qu'à un moment donné, dans un discours ou dans un tableau, etc., il va y avoir collage, il va y avoir rupture. Bon, mais alors chez Adorno, toujours au nom quand même de la rationalité. Le problème, c'est qu'il faut résoudre la crise, la raison est juge et partie finalement. Il faut résoudre la crise de la rationalité à l'intérieur de la rationalité. Mais oui, effectivement, il peut y avoir ces éléments stochastiques, etc. Et c'est pour ça qu'il va refuser la grande dissertation philosophique. Alors, art savant, Freud ne disait pas autre chose. Il disait, mais attendez, vous m'attaquez sur mes prix de complexe d'Oedipe. Mais attendez, il disait, mais les poètes l'ont dit avant moi. Parce que Freud, lui, mettait toujours les poètes avant les savants. Donc si la psychanalyse est une science, disait-il, Shakespeare l'a dit avant moi dans Hamlet. Enfin bon, quand il fait représenter, etc., tout le monde a vu Hamlet. Il dit, mais vous prenez quand même la tragédie grecque. Tous ces gens qui se réunissaient dans la catharsis pour voir des trucs innommables. Bon, je ne l'ai pas inventé, ça fait partie de notre mythologie, de notre culture, etc. Donc c'est ça, l'art savant. Haute culture, c'est un peu gênant, parce que là, c'est ce qu'on a reproché. En fait, ce qu'on reproche à Adorno, c'est un élitisme. Donc, art savant, il faut l'expliquer. Alors moi, j'aurais tendance à l'expliquer en disant ça. C'est-à-dire, il y a un lien, toujours le bien, le beau, le vrai, il y a un lien avec la science. Et comme disait Hegel, il y a quelque chose à voir dans l'art, mais c'est pas le réduire uniquement à ça, avec la vérité. Je te disais, je l'ai la phrase, la citation de... Oui, pour nous, c'est choquant d'entendre ces termes aujourd'hui. C'est pour ça que je suis à la fois, je suis vraiment content d'être invité, mais en même temps, il y a le gros du livre, c'est 100 pages sur le cinéma, où ça va répondre directement à votre question, où je me suis intéressé, parce que cinéma, pour Adorno, il n'y a pas de 7e art. Et il dit pique-pente du jazz. Donc, le jazz, je connais moins, le cinéma, j'ai fait quand même un texte sur le jazz. Mais sur le cinéma, je me suis dit, bon, tiens, je vais faire quelque chose sur Adorno, qu'est-ce qu'il allait voir au cinéma? Qu'est-ce qu'il défendait? Et là, j'ai découvert, dans le champ des industries culturelles, quelqu'un qui avait créé deux grandes ouvertures. Alors, la première, sur le cinéma lui-même. Il ne croit pas à un 7e art, c'est vrai. Quoique. Qu'est-ce qu'il défend comme cinéma? Il dit, il reprend toujours Hollywood, le cinéma de classe, les films de classe A. À l'époque où on allait voir il y avait des séances de cinéma avec première partie, etc. Bon, vous aviez des films qui étaient très supervisés au niveau moral, surtout avec le code Hays, après l'affaire Arbuckle, etc. Bon, puis aujourd'hui, on pourrait le voir avec les quotas. Directeur de casting, c'est un vrai travail, c'est normal. Si vous avez un méchant ethnique, 15 secondes après, le chef de la police est ethniquement ou noir ou chinois, etc. Hector Harry, il pointe, il tue un noir, tout de suite après, son chef, etc., etc. Donc il y a des quotas, c'est très, c'est très compliqué. Alors ce que j'ai découvert, c'est qu'Adorno dit, bon, mais finalement, ça c'est, pour lui, ce qui était le plus dangereux, c'était quand un produit culturel, ayant sa dimension esthétique, se prenait pour de l'art. On reprend la coupure esthétique. Mais il dit, j'ai plus d'intérêt dans les productions dites inférieures, moins prétentieuses. Alors là, j'ai gratté un peu. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir un peu. Alors d'abord, j'ai lu la bibliographie. Alors il faut savoir que vers la fin de sa vie, il aimait le feuilleton d'Actari pour sa décontraction. Donc il disait, vous ne me dérangez pas. Donc pas du tout cette espèce de prof allemand un peu, attention, alors Dactari, vous n'avez peut-être pas connu, c'est le lion qui louche, Clarence, etc. C'était un truc, une espèce de sous-Tarzan. Ça le détendait. Bon, ça prouve qu'il regardait d'abord des choses. Alors pour le cinéma de la période hollywoodienne, il dit, bon, comme il défendait la musique, il disait, ce qui me gêne il avait écrit un autre texte avec Hans Eisler, un des deux compositeurs qui travaillait avec Bertolt Brecht. Il dit, ce qui me gêne dans les films, lui il prenait ça sous l'angle qui était le sien de la musique, c'est que la musique est toujours au service des images, etc. Il dit, il faudrait, alors il avait écrit un texte, Fondation Rockefeller, etc., fallait bien vivre quand ils étaient aux États-Unis. Il dit, ce qui me semble intéressant, c'est les comédies musicales. Alors il défend les comédies musicales. Alors je me suis dit, tiens, comme il ne donne pas de titre, moi j'adore les comédies musicales, j'ai voyant un peu de l'époque, je dis, tiens, il sauverait sans doute les films chorégraphiés par Busby Berkeley.
chercheuse d'or 1933-1935, parce qu'il y a effectivement ce qu'il appelle une relative autonomisation de la musique. Il défend les westerns. Alors moi, ça me va très bien. Il dit les westerns. Alors, par contre, alors ça c'est intéressant, il attaque un genre, que moi j'aime bien, il attaque le fantastique. Mais il l'attaque pour la même raison pour laquelle il fait des critiques du surréalisme. Comme il définit l'art comme une communication énigmatique, le cinéma fantastique pollue un peu ce caractère énigmatique de l'œuvre d'art. Et de la même manière que, alors pour d'autres raisons, mais là on ne va pas tout développer, qu'il est assez réservé sur le surréalisme. Entre parenthèses, bon là je ne voudrais pas jouer l'adornien adorniste, mais c'est vrai que le surréalisme est plus facilement récupérable, par exemple, dans la publicité. Même s'il a fallu X années, Magritte, c'est plus facilement récupérable. Donc voilà un petit peu voilà ce que j'ai découvert. Puis alors, deuxième point, bon, mais là, c'est autre chose, c'est qu'effectivement, à un moment donné, alors il y a une phrase de Derrida qui est assez belle. Voilà, la phrase de Derrida à propos d'Adorno, moi je pense qu'elle rend assez bien compte d'Adorno. J'admire et j'aime, alors c'était tiré du Monde diplomatique. C'est un hommage, après coup, mais avant. J'admire et j'aime en Adorno quelqu'un qui n'a cessé d'hésiter entre le non du philosophe, donc non à l'industrie culturelle, et le oui, peut-être, parfois cela arrive, du poète, de l'écrivain ou de l'essayiste, du musicien, du peintre, du scénariste, de théâtre ou de cinéma, voire du psychanalyste. En hésitant entre le non et le oui, parfois peut-être, il a hérité des deux. Je trouve que ça, c'est le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre, parce que je précise qu'il est sorti, mon bouquin est sorti, mais vous avez 2 ouvrages qui sont sortis sur Adorno. En général, ce sont des ouvrages, alors d'abord beaucoup plus gros que le mien, qui essaient un peu ce qui a été fait lors de la sortie post-mortem de la théorie esthétique d'Adorno, d'en faire un philosophe systématique. Vous parliez de hasard, on a parlé de... Bon, moi j'ai parlé de parataxe et tout. C'est-à-dire qu'on a pris, après sa mort, un certain nombre de choses et on en a fait une espèce de grand œuvre qui s'appellerait théorie esthétique. Et on a dit, voilà, de même qu'il y a une théorie esthétique chez Hegel, chez Kant, il y a une théorie esthétique d'Adorno. D'abord, ça n'a pas été fait, ça a été fait par la suite par des gens tout à fait honorables, mais en même temps, ça ne rend pas compte de ce qu'on peut trouver dans Minima Moralia ou dans la dialectique de la raison, c'est-à-dire de ce côté comme parataxique, hein, avec des ruptures, peut-être des hasards, qui s'introduisent. Donc moi, je trouve que là, ça rend un peu compte, si on doit donner, parce que finalement, il faut peut-être vous donner envie de lire mon livre, mais il faut surtout donner envie de relire ou de lire Adorno, c'est cet hommage-là qui, je pense, est le plus intéressant.